Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous allons voir donc dans cette nouvelle vidéo les prescriptions de dimensionnement et dispositions constructives des structures en maçonnerie chaînée indiquées dans les RPA de 2024. Donc, on va beaucoup plus parler de cette maçonnerie chaînée donc, de façon générale. Euh, Globalement, donc, les prescriptions n'ont pas changé depuis 2003. Donc, il y a des petites spécifications donc, qu'il faut les actualiser dans cette version 2024. On rappelle que le RPA autorise uniquement les maçonneries porteuses chaînées. Donc, les maçonneries porteuses ordinaires non chaînées ou bien non armées n'est pas autorisé en zone sismique. Ce type de structure donc, appartient au groupe d'usage 2. Et il est rappelé donc, en plus d'appliquer les prescriptions des RPA, il faut appliquer donc les DTR concernant la maçonnerie. Un mur en maçonnerie chaînée, c'est quoi? C'est un mur en maçonnerie, plus des chaînages en béton armé, horizontalement et verticalement sur les quatre côtés du mur. Donc on voit que c'est des murs en maçonnerie, donc ces murs-là qui sont donc chaînés, soit verticalement, soit horizontalement, donc, et même donc au niveau supérieur avec un plancher donc en béton armé, une façon. Donc même les fondations sont chaînées. Au niveau des fondations, donc il y a des chaînages horizontaux, donc ils vont ceinturer la structure en maçon. Donc, vous voyez qu'on trouve des chaînages horizontaux et des chaînages verticaux donc, euh, sur la hauteur donc, de la construction en maçon. Donc, quels sont les matériaux utilisés dans la construction en maçonnerie chaînée? Donc, on retrouve donc les matériaux classiques de 2003, donc les moellons de pierre, la pierre de taille, le brique, les blocs de terre cuite, les blocs en béton, le silico-calcaire, le BTS, le bloc en béton cigare autoclave, le mortier, les armatures mécaniques et le béton. D'accord. Donc, pour ces matériaux utilisés, donc, le fournisseur doit présenter donc, une fiche technique complète des caractéristiques physiques et mécaniques de chaque matériau utilisé. Donc, quelques spécifications de ces matériaux. Pour les blocs de pierre, donc à défaut, la résistance à la compression sera la valeur admise en fonction de la roche d'origine. Pour les briques et blocs manufacturés, donc la résistance minimale en compression de 5 mégapascales à déterminer expérimentalement. Pour les mortiers donc, qui sont constitués de ciment ou bien de ciment chaud hydraulique, donc la résistance minimale de 5 mégapascales. Pour les chaînages donc en béton armé, les armatures utilisées doivent avoir une limite de résistance donc acceptable FE. Et puis donc la résistance minimale à la compression est de 15 mégapascales pour ces éléments en béton. Donc ça c'est pour les matériaux utilisés. Donc du point de vue conception, donc il y a certaines règles à respecter pour les maçonneries donc porteuses et chaînées. Premièrement, donc il faut avoir une régularité donc aussi possible que dans les deux sens, donc horizontal et vertical. Ça, c'est très important. Le rapport longueur-largeur ne doit pas dépasser 3,5. Les murs doivent être disposés donc aussi symétriques que possible et ils doivent être contenus sur toute la hauteur du bâtiment. Les ouvertures, portes et fenêtres doivent être placées sur la même verticale et les chaînages horizontaux à chaque étage placés à des distances verticales donc ne doivent pas dépasser 4 mètres. Les chaînages verticaux, quant à eux, donc, leur espacement ne doit pas dépasser 5 mètres. Et puis, il faut respecter une certaine densité minimale des murs pour assurer une bonne performance vis-à-vis des sollicitations sismiques. Donc, on définit dans le RPA 24 donc, un index de densité des murs qui caractérise cette répartition des murs, si vous voulez, dans le plan. Du point de vue conception, toujours, la longueur, j'ai dit, sur la ne doit pas dépasser 3,5, d'accord? Et puis, la hauteur totale et le nombre d'étages est limité, bien sûr, par rapport à la zone sismique, donc d'une façon générale. Pour les zones 1 et 2, donc, c'est 17 et 5. Pour les zones 3, c'est 14 et 4. Pour les zones 5 et 4 et 5, c'est 11 et 6. Donc, on a ajouté la zone 6 tout seul. Donc, 8 mètres et 2 étages uniquement. Donc, les autres sont restés les mêmes par rapport au 2003. Donc, cet index qu'on a appelé l'index des murs, donc, si vous voulez, qui est un index de répartition suivant le plan. Donc, le D est défini par AW sur AP, où AW, c'est l'aire horizontale de tous les murs. Donc, c'est aires en français. Donc, on va
les calculer donc horizontalement dans une direction, et AP, c'est l'aire totale du plancher. Donc ça, c'est le rapport, si vous voulez. Cet index donc, de répartition, bien sûr, il est calculé sous forme de rapport, d'accord? Et il est donc ici à titre indicatif pour certaines, donc, si vous voulez, les différents matériaux utilisés, en fonction donc de la zone, 1, 2, 3, en fonction du site SN2 et en fonction du nombre d'étages, donc du nombre de niveaux, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est le NA, ça veut dire non, non induit. Les murs porteurs doivent être bien sûr chaînés au plancher rigide. On distingue les deux types de murs porteurs. Donc, les murs structuraux de contreventement pour les chaînages vertical et latéral dont l'épaisseur doit dépasser 20 cm minimum, et les murs non structuraux comme les crevassons, donc on utilise pour le crevassement. La distance entre deux murs porteurs maximale est définie par rapport à la zone donc, sismique. Elle est de 10 dans la zone 1-2, de 8 dans la zone 3 et 6 dans la zone 4, dans la zone 4, 5 et 6. Pour les chaînages maintenant, on commence par les chaînages horizontaux. Les chaînages horizontaux doivent régner sur toute l'épaisseur donc, du mur. Donc là, vous voyez que toute l'épaisseur du mur, on va mettre un chaînage ici. Donc ça, c'est l'épaisseur du mur. Ça, c'est une vue, c'est une coupe du mur avec les parois, donc les éléments internes ici. Ici, c'est une double paroi. D'accord? Si par exemple, vous utilisez des éléments de façade ici, par exemple, on tolère donc que l'épaisseur peut être ramenée à 2 tiers donc, de l'épaisseur du mur. D'accord. La hauteur du chaînage minimal est de 15 cm. Ça, c'est minimal, donc. D'accord. Et il faut au moins 4 barres H12, donc, au niveau du chaînage. Chaque barre au coin espacement avec un espacement de 20 cm. Donc les armatures transversales, si vous voulez, espacées au plus de la hauteur du chaînage ou de 25 mètres, et le recouvrement donc, est de 58 en zone 1, 2, 3 et 68 en zone 4, 5 et 6. Pour les chaînages verticaux, donc là, ils doivent être réalisés sur toute la hauteur. Donc, vous voyez que c'est toute la hauteur. Les chaînages verticaux, donc, du mur. D'accord? Minimum d'armature ou bien de section est de 15 par 15. Minimum d'armature longitudinale, donc, c'est 4 H à 10 espacés de 20 cm. Et les armatures transversales espacées au plus de la hauteur du chaînage au 25. Ça, c'est comme les chaînages horizontaux. La même chose pour le recouvrement, c'est de la même manière. Donc, le RPA 2024, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté que dans les zones 4, 5, 6, il faut ramener l'espacement donc, des armatures transversales à ce niveau-là, donc à une distance minimum de H0 sur 6 à S sur 2. Il faut réduire donc l'espacement au moitié sur une distance donc, de H0 sur 6, c'est-à-dire aux extrémités des chaînages. Et puis, ces chaînages verticaux doivent être placés obligatoirement aux abords de chaque mur de contreventement, aux abords libres de chaque élément du mur, à l'intérieur du mur primaire et secondaire pour que l'espacement au chaînage ne dépasse pas 5 mètres, et puis les étayer au moins avec un HA5 minimum espacé de 15 cm au maximum. Pour les nœuds donc d'échaînage, c'est le nœud là. Donc au niveau de chaque nœud, il faut assurer la continuité et le recouvrement des armatures minimum, donc c'est quantifié. Pour les planchers qui sont des planchers en béton armé coulés sur place, donc, ou bien des planchers en poutrelle et col creux avec dalle de compression, les armatures des poutrelles doivent être convenablement ancrées dans les chaînages horizontaux ou poutres principales et les poutrelles en bois ou métallique devront s'appuyer sur toute l'épaisseur du mur porteur ou ancrées dans les chaînages. Pour les baies et ouvertures, maintenant, s'il y a des ouvertures au niveau des murs, il ne faut pas qu'elles dépassent 50% de la longueur du mur. Si vous ajoutez toutes les ouvertures en longueur, donc il ne faut pas que ça dépasse les 50% de la longueur du mur. Les niveaux supérieurs des ouvertures doivent être à la même cote et prévoir donc les prévoir de façon symétrique, donc dans un plan du plan, pour une distribution de rigidité et de résistance uniforme dans les directions. Il faut les placer, on a dit, sur la même verticale, et bien sûr, il faut éviter les zones d'influence des charges localisées des poutres ou autres éléments porteurs. Ce qui est donc nouveau en 2024, c'est qu'on a changé
la définition de la catégorie donc, de l'ouverture entre c'était donc grand G, c'est-à-dire grande, moyenne et petite, en fonction de l'ouverture. Dans 2024, donc, on a conservé deux catégories d'ouverture avec petite ouverture ou grande ouverture selon le rapport surface-ouverture sur surface du panneau. Si elle est inférieure ou égale à 10%, c'est des petites ouvertures. Si elle est supérieure à 10%, c'est des grandes ouvertures. Donc là, c'est une nouvelle redéfinition des catégories de l'ouverture. Pour les petites ouvertures, donc, si elles sont petites, on va les négliger dans les calculs. Si et si seulement l'ouverture est en dehors donc, des diagonales où il y a les efforts de traction et compression, les biais. D'accord? Donc ça, c'est la première, donc elle est en dehors. Par contre, les deux autres sont dans les diagonales, donc on néglige la première. Les autres, donc, on prend en considération dans les calculs. Dans les grandes ouvertures, donc, il y a deux cas. Les ouvertures qui ne sont pas cadrées par des chaînages. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de chaînage autour de cette ouverture-là. Donc, on néglige le mur dans le calcul de la densité. Et il y a donc les ouvertures, les grandes ouvertures, où elles sont cadrées par des chaînages. Vous voyez, donc, c'est des chaînages qui cadrent l'ouverture. Là, on prend en considération donc, les panneaux de part et d'autre de l'ouverture dans les calculs, avec les valeurs donc, de ces surfaces donc, considérées. Pour les trumeaux, donc, il y a certaines prescriptions à respecter. La première des choses, donc, la somme de tous les AI, donc A1, A2, A3, A4, etc., ne doit pas dépasser, j'ai dit, 50% de la longueur. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Et la hauteur, donc, du total du bâtiment sur sa longueur doit rester inférieure ou égale à 1,5. Les trumeaux externes, donc, extrêmes, pardon, A1 et A4, doivent être supérieurs à 1 mètre, quelle que soit la zone. Par contre, pour les trumeaux donc, intermédiaires, les autres donc, qui sont à l'intérieur, A2 et A3, ils doivent être supérieurs à 1 mètre en zone 4, 5, 6, et A2 est supérieur ou égal à B1 plus B2 sur 3, et A3 c'est B2 plus B3 sur 3 en zone 1, 2, 3. D'accord? Donc, le A2, on utilise à gauche et à droite, et le A3 à gauche et à droite. Maintenant, l'interface mur-chaînage vertical, là, on est en train d'assembler donc un mur en maçonnerie avec un chaînage en béton armé. Il faut respecter deux situations. Soit que vos dispositions des éléments donc, du mur, donc vous voyez que il y a donc une certaine indentation. Donc, vous voyez que il y a en dents, au fur et à mesure, donc des deux côtés. Si vous pouvez l'assurer donc dans ce sens, c'est bien. Si vous ne pouvez pas assurer cette indentation, il faut prévoir donc des chevilles de connexion horizontale ancrées dans le chaînage vertical. Ça, c'est pour éviter, si vous voulez, le décollement de chaînage et du mur par rapport au chaînage. Pour les fondations, donc deux types de fondations, soit une fondation, donc les deux seront posés sur du moellon de pierre ou béton cyclopien, soit donc une longrine, soit carrément une semelle filante, donc dans ce sens. Et enfin, pour les vérifications, donc pour les vérifications, ces vérifications ne sont pas obligatoires pour un à deux niveaux, donc il y a 5 mètres à 8 mètres en toute zone sismique, d'accord? Ces vérifications, c'est quoi? Donc, la maçonnerie chaînée, si vous voulez, euh, est une structure donc, qui résiste bien aux actions horizontales, donc par ce biais-là. D'accord? Et les chaînages périphériques, donc, qui vont reprendre des efforts de traction et de renversement sur le mur. Pour ces vérifications-là, donc, bien sûr, on a dit que pour les maçonneries, le coefficient de comportement est égal à 2,5 dans le calcul de sollicitations agissantes. Et pour les sollicitations donc résistantes, on utilise les coefficients donc, de sécurité 1,5 pour le béton de granulat courant et 1 pour l'acier, alors que pour les blocs et les briques, donc, ils sont donnés dans un tableau. C'est le même tableau que celui de 2003. Ces valeurs sont valables donc pour des élancements géométriques dans le sens vertical inférieur à 1,5. D'accord. En situation sismique, donc gamma M est pris égal aux 2 tiers de la valeur prise en situation courante. Principe de calcul de résistance. Donc ça, c'est nouveau. On précise que
par exemple, l'ensemble, pour le calcul, l'ensemble du panneau de maçonnerie et du chaînage en béton armé peut être assimilé donc à un système triangulaire dont les éléments diagonaux, c'est-à-dire les bielles, sont des bielles actifs qui doivent répondre à certaines exigences. Si les bielles ont une pente entre 1,5 et 2, donc ce n'est pas nécessaire de justifier le non-glissement. Si les bielles avec des largeurs donc, de bielles W est égal minimum de D sur 6 et 4T, la contrainte de compression de maçonnerie, donc sigma C, est réduite par le coefficient donc, de sécurité avec RM résistance caractéristique et les armatures d'échaînage sont calculées selon les règles BA. Voilà, donc ça c'est pour le principe de calcul et la modélisation donc, du panneau maçonnerie et chaînage en béton. Voilà, donc ces prescriptions et ces spécificités concernant les structures en maçonnerie. J'espère donc vous revoir dans une autre vidéo, donc dans une prochaine vidéo, et je vous remercie.